Hello! Ça fait 2 mois que j'ai pas joué à ce jeu. En fait, la dernière fois, j'avais fait un épisode un peu long, où j'étais très contente, mais en fait, j'avais pas réalisé que le son s'était pas du tout pris, donc ça avait un peu aucun intérêt. Et comme je pouvais pas revenir en arrière, j'ai dû refaire une autre partie où j'ai fait exactement les mêmes choix, pour essayer d'avoir les mêmes statistiques et les mêmes péripéties. Mais voilà, là j'ai un peu envie de découvrir l'histoire, enfin un peu plus maintenant qu'on est à la capitale et qu'on a un peu plus d'agentivité. Et je m'étais arrêtée sur ce chapitre qui s'appelait donc les trois fardeaux, les trois castes. Et je me suis vite fait remémorer un petit peu là où on était dans l'histoire et qui étaient les personnages. Parce que j'avais oublié plein de choses. Donc là on est arrivé à la capitale et on se prépare à passer l'examen d'entrée pour entrer à la faculté impériale. Donc on est dans une auberge et on révise. Donc le jour de l'examen on se fait beau et on se prépare à y aller. Alors, ils disent que la faculté, c'est un très beau bâtiment, très majestueux, et que devant, il y a plusieurs douzaines de personnes qui sont comme nous, donc des jeunes hommes roturiers, mais qui sont fils de nobles, et qui essayent de passer cet examen pour avoir une chance d'être anoblis. Et donc là, il y a un homme qui sort de la faculté, et qui est du coup le doyen de la faculté, qui va faire un discours. Sauf qu'au même moment, dans ce jeu, ils aiment trop mettre les choses au même moment. Genre, comme ça, t'as bien 3 choix bien distincts qui se suivent. Mais voilà, du coup, il y a un escadron de militaires qui arrivent à la faculté et qui sont menés par des officiers arcniens. Du coup, les arcniens, c'était les membres de l'aristocratie qui ont la peau bleue. Et du coup, c'est une milice d'une province qui s'appelle la province de Monia, qui est du coup ni celle dans laquelle on est, ni celle d'où on vient. Je sais plus comment elle s'appelle celle d'où on vient. Mais voilà, donc il y en a un qui se détache et qui s'appelle du coup Egerius Monrogue. C'est vraiment un nom de con. Et qui du coup nous dit, nous appelle roturier, il est du coup archduc de sa province. Il me dit qu'il annule l'examen d'entrée à la faculté à cause de nos origines, et qu'en gros il est contre l'anoblissement et la porosité entre les castes, et qu'à cause de nous la réputation de la faculté est entachée. Et en gros il nous dit de retourner à des aspirations un peu plus humbles. Blablabla. Allez labourer vos champs, allez mend your boots, réparer vos bottes. Voilà, du coup il nous menace. Et blablabla. Ah oui, et donc les gens commencent à s'agiter et à dire il faudrait attaquer la milice. Parce que en fait c'est un droit qu'ont gagné les roturiers de s'anoblir et du coup ils veulent défendre ce droit là. Donc là on fait un peu un résumé de nos choix. Sauf que en même temps il y a des étudiants et des profs du séminaire du coup clérical qui arrivent aussi sur la place et qui commencent à à faire une ligne un peu entre les nobles, enfin les étudiants et les miliciens. En disant que on voit ils disent qu'on va provoquer la colère des dieux. Attends. Non, tout ressource. Ah oui, en gros, je pense qu'ils sont aussi peut-être un peu anti-examen parce que ça bafouille un peu l'ordre entre les castes qui est divin. Et au même moment, nous on commence à avoir une vision. Donc on voit que l'Empire est en feu. Blablabla. Les rivières débordent pour éteindre le monde en feu. Donc c'est un peu une vision d'Apocalypse et c'est une vision, on comprend que c'est envoyé par les dieux. Sauf que nous on n'est pas prêtres et du coup on se dit personne va nous croire et c'est peut-être pas aussi à nous de révéler ce qu'on a vu. Et au même moment, du coup Sophia et un groupe de rebelles arrivent sur la place. Elle nous voit et elle nous dit ah là là tu vas aller prendre d'assaut le collège, mais est-ce que tu vois pas qu'on peut pas faire confiance aux lois et que le fait qu'on vous laisse étudier là-bas c'est juste une façon de vous jeter un os pour que vous soyez, c'est acheter la paix sociale quoi. Et donc elle dit nous on est les sans-lots et on va se battre pour un nouveau monde, est-ce que tu viens avec nous ou est-ce que tu te soumets? Et elle nous apprend du coup qu'il y a des étudiants et des professeurs qui sont à l'intérieur et qu'il va y avoir un siège. Et donc elle, son but c'est d'aller dans la faculté pour sauver les étudiants. Du coup tout le monde est un peu en tension, personne veut vraiment la même chose. Et donc là on est en train de peser nos options, donc on peut révéler notre vision,
Bon, ils vont nous résumer les choix du coup, je pense. Donc soit on peut aller dans la faculté et faire un siège du coup, j'imagine. Enfin, pas faire un siège, mais genre vivre le siège. Soit on peut dire qu'on a eu une vision. Soit on peut aller avec Sophia et sauver les étudiants. J'ai pas très envie de prêcher ma révélation parce que j'ai peur qu'on me croit pas. Et la dernière fois aussi, il y avait un peu des inquisiteurs et j'ai pas envie d'être en danger maintenant. Et en fait, j'aime bien Sophia, je trouve que c'est cool. Mais je pense que je peux faire mon propre chemin. Je pense que je peux rester proche de ses idées et faire un peu mon chemin. On va prendre d'assaut. Donc, comme on est quelqu'un qui a étudié la stratégie militaire, on a vraiment une aura de commandant. Du coup, on explique aux gens qu'on va faire un assaut. Et sauf que face à nous, il y a des militaires qui ont des armes blanches, quoi. Sauf qu'on commence à foncer quand même sur eux. Et qu'en même temps, on leur parle, et du coup, ils hésitent. Et on arrive à briser leur ligne, et du coup, on arrive à entrer dans la faculté. Donc, on se barricade à l'intérieur avec les étudiants qui sont venus avec lui, les étudiants qui étaient déjà à l'intérieur. Donc, on leur dit qu'il faut bloquer les portes et les fenêtres. Et en gros, tenir un siège. Donc apparemment dehors ça commence à se calmer, et ça commence à vraiment prendre la forme d'un siège, et du coup le leader des miliciens nous dit que si on sort il ne tuera pas. Donc là il y a le doyen de la faculté qui lui répond, enfin pour défendre un peu son délire. Et du coup on arrive à rester dans la faculté toute la journée et la nuit d'après, mais à l'aube l'empereur a envoyé ses forces pour dissiper le siège. Et ça c'est grâce du coup à Cornelius Tempest, qui était du coup le frère de l'empereur, et qui est un peu progressiste dans le sens où il permet un peu plus de porosité entre les castes, mais par contre je me rappelle pas s'il est partisan de la nouvelle foi ou pas. Est-ce que c'est pas le monde de regarder la fiche personnage? Ah non mais je l'ai pas rencontré. Est-ce que c'est là? Non, ça c'est notre Provence. Ouais, non, on n'a pas accès à ça encore. Ça c'est nous? Ouais, ok. Bon, on verra ça plus tard. Blablabla. Et du coup on sait que c'est quand même un peu grâce à nous, et du coup l'examen va avoir lieu mais il est reporté à quelques jours. Et donc apparemment on réussit plutôt bien et on est même classé parmi les premiers. Et en plus dans la faculté qui nous a vu du coup face à dit, enfin mener l'assaut quoi, nous dit que des gens comme nous sont le futur de l'Empire. Il nous appelle Sœur Branté. Et ça, est-ce qu'on n'est pas en train de réaliser le titre du jeu? Donc on est trop heureux. On regarde le pilier brillant là de lumière dans le ciel. Et on est fiers de nous parce que du coup on va être le 3e juge de la famille et qu'on va du coup être anobli. Et on va écrire à notre père. Voilà, et du coup dans mon destin j'ai le Pass of the Nobleman. Mais je me demande si... Enfin, ça veut pas dire que... Enfin, je pense pas que ça veut dire qu'on est absolument privé de toute ligne du jeu où on va pouvoir se rebeller à des moments. Mais voilà. On a quelques avantages, on va dire. Donc on voit Thomas qui lui du coup est à l'académie militaire, si je me trompe pas. Et voilà, donc il nous dit que c'est un cadet de l'académie militaire maintenant. Du coup on rattrape un peu le temps perdu et il dit qu'il a été très bien classé parmi les premiers. Et que lui aussi du coup il espère être anobli, parce que je crois que lui aussi son père était un noble, mais je suis pas sûre. Donc on raconte à Thomas un peu ce qu'on a fait et on est en train de se rendre compte simultanément qu'on va peut-être pas pouvoir se voir très souvent dans le futur. Et il nous dit il faut qu'on s'assure que notre amitié dure pour toujours, peu importe ce qui se passe. Et du coup il nous sort 2 anneaux en cuivre, il m'aime trop en fait, enfin il est amoureux, c'est juste un mariage ce que tu proposes. Mais du coup il dit qu'il y a une tradition qui dit que si 2 personnes portent ces anneaux, leurs destins vont toujours être entremêlés. Donc on se remémore un peu tout ce qu'on a vécu avec Thomas, mais on se dit en même temps est-ce que notre amitié va durer pour toujours?
Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on peut pas prendre l'anneau. Parce qu'on a pris le chemin du noble. Je comprends pas trop pourquoi, mais ok. Ah, mais on peut pas non plus arrêter la... D'accord. Donc on peut soit garder les choses comme elles sont. Donc... Ok, ou... Attends, quoi? Donc là, c'est on prend l'anneau et on fait un vœu d'amitié. Mais je comprends pas pourquoi c'est différent de take the ring. Je comprends pas la différence entre les deux. J'ai pas très envie de faire un pacte d'amitié avec Thomas parce que je le trouve un peu... Enfin, déjà, je l'aime pas trop. Et je trouve vraiment tête brûlée. Et j'ai pas envie, genre, plus tard, par exemple, s'il prend une voie vraiment que j'accepte pas, que je sois obligée un peu par serment d'aller l'aider. Du coup, on va garder les choses comme elles sont. Je rejette cette demande. Donc on lui fait une petite tape sur l'épaule. Et on dit, bah pour l'instant on est amis et c'est tout ce qui compte. Et du coup, il remet les anneaux dans sa poche. Et donc, on va passer la soirée avec lui à papoter. Et du coup, on a un nouveau statut avec lui. On est resté amis. Ok, et on a gagné du willpower. Ça c'est bien, j'adore ces points-là, c'est mes stats préférés. Ça me permet juste de faire des trucs dans le jeu en gros. Je pense peut-être après je ferai un run, enfin dans une autre partie, un run où je prends que les choix qui demandent pas de willpower si c'est possible, juste pour voir ce que ça fait. Quand tu as vraiment aucun mot à dire sur ton destin. Donc là, nouvel événement qui s'appelle une lettre de la maison. Donc on avait écrit à notre famille pour dire qu'on avait passé l'examen et donc on a eu une réponse qui est surtout de notre père qui dit qu'il est très fier de nous, que notre grand-père sera fier de nous aussi parce qu'on va du coup devenir noble et du coup apporter du prestige à notre famille. Notre grand frère il est un peu dans le même truc. Voilà, et il dit quand tu seras anobli, toi et moi on sera enfin des égaux. Notre mère dit qu'il est fier de nous mais qu'il aurait quand même préféré qu'on soit... Enfin qu'on aille au séminaire quoi, qu'on aille dans le clergé. Et notre frère nous dit juste qu'il est fier de nous. Et Gloria, elle est un peu froide, elle nous dit juste félicitations. Et c'est possible qu'elle ait peur qu'on... Enfin, juste elle méprise la noblesse, du coup j'imagine que ça la place qu'on essaye de rejoindre la noblesse. Et il y a peut-être aussi la peur qu'on la traite avec moins de respect et d'égalité qu'avant. Et en vrai j'ai quand même beaucoup de points avec elle. Je pense que j'aurais d'autres occasions de cultiver mon lien avec elle. Donc là, nouveau chapitre qui s'appelle le bal. Donc on vient de devenir... de commencer notre scolarité quoi. Et il y a une tradition qui fait que chaque année, Cornelius Tempest, qui est du coup le frère de l'empereur, fasse aux futurs nobles un grand honneur en les invitant à un bal masqué dans son palais. Et on est un peu obligé d'y aller pour... Enfin, en gros, c'est un peu l'honneur de la faculté. Ok, du coup, on doit vraiment bien se comporter bien et se faire très beau. Donc on se fait beau. On a un petit masque qui nous cache les yeux, mais qui dissimule pas entièrement notre visage. Donc tous les invités commencent à arriver au palais d'été. Donc c'est un très bel endroit où il y a plein de fleurs en floraison, de fleurs écloses. Et du coup on est assez impressionnés. On se sent pas exactement à notre place. Ce bruit m'a fait trop peur. Donc il y a un maître de cérémonie qui nous dit qu'il faut qu'on s'aligne avec les... Enfin sous l'écution de notre province, en gros qu'on se classe par province. Et nous du coup notre province, enfin Magra, du coup c'est un endroit qui est un peu pauvre, qui est un peu genre pas fertile quoi. Pas une riche terre, bien grasse. On n'est pas les seuls étudiants invités, il y a aussi les cadets de l'académie militaire et du coup on voit Thomas qui est du coup sous la même bannière que nous. Je sais pas ce qu'il raconte. Voilà, et là il y a un Archnien qui va faire un discours et on le reconnaît, c'est Dorius Auton qui est du coup le précédent maître de Sophia. Du coup c'est le gars qu'on avait croisé dans notre ville. En gros, les parents de Sophia l'avaient vendue en esclavage à ce mec et il avait abusé d'elle. Et quand elle avait pris la fuite, il était venu pour soit la récupérer, soit la tuer, quoi. Et du coup, on avait aidé Sophia à fuir. Mince. Et il dit... Bon, il veut juste faire entendre. Voilà, c'est ça. Donc là, la dernière fois qu'on a vu Automne, il cherchait Sophia.
Et donc maintenant, malgré sa jeunesse, il est déjà, il a déjà un poste de commandant. Et on trouve ça un peu, on note juste que c'est un peu bizarre qu'à son âge il soit déjà si haut gradé. Voilà, donc Thomas nous demande si on le connaît et on explique vite fait qui c'est. Et du coup, c'est le représentant de notre province. Voilà, et sous la bannière de l'empereur, il y a plein d'étudiants arcniens qui se rassemblent en dessous. Voilà, donc il y a vraiment une division un peu visible des castes, quoi. Là, ils parlent d'une autre province, mais... Ok, bon, là, ils sont en train de faire un peu du name dropping des autres provinces. En vrai, ça m'intéresse pas trop, parce que je pense que c'est du petit world building, mais je vais pas retenir les noms. Et ça m'intéresse pas trop. Voilà, et du coup, là, le bal commence, et c'est le moment de danser. Et donc la première danse, c'est un menuet, et la tradition demande que tout le monde danse. Donc j'imagine que ça veut dire qu'on va devoir se trouver une girlfriend pour la première danse. Ok, c'est vraiment sous Big Harpsichord, c'est quoi le clavecin, je crois. Blablabla. Donc là, il y a une jeune femme de notre province qui nous regarde. C'est une arcnienne qui est mince et qui est du coup dans qui a une tenue un peu riche. Et elle s'approche de nous. Ok. Ah, et là, il y a un grand bruit qui nous étonne et on a vu que Thomas, du coup, est sur le sol et se relève. Et Darius Auton, du coup, l'agresseur de Sophia, du coup, j'imagine l'a mis par terre. Et donc il dit qui a permis à ce roturier maladroit d'entrer dans le palais en mode racism. Et donc Thomas il est très en colère et la meuf Arcane est toujours face à nous et s'attend à ce qu'on invite à danser. On peut pas résoudre le problème parce qu'on n'a pas assez diplomates. On peut attirer l'attention sur nous-mêmes. J'ai pas envie de faire ça. Mais voilà, en fait c'est pour ça que je voulais pas faire de lien d'amitié avec Thomas. Ce mec se met trop dans la merde. Je vais juste danser avec la meuf. En plus je crois que je suspecte savoir qui c'est. Donc on tend notre main à cette meuf et on danse avec elle. On a tellement un crush, c'est la première femme qu'on touche, on est genre ouh, puberté. Donc là il est juste fascination en mode ses mains sont tellement fines et délicates. Ok. Et là on regarde sa robe. Ah, et on la reconnaît grâce au motif de sa robe que cette jeune femme c'est c'est Octavia Milanidas, du coup la fille de l'archiduc de Haute-Provence. Et Octavia c'est du coup cette meuf qu'on avait rencontrée il y a plusieurs chapitres et dont on avait ramassé le mouchoir et elle nous avait fait tabasser. Et du coup donc la danse s'interrompt mais elle me demande de redanser avec elle. Blablabla. Et donc elle nous oblige. Elle danse avec nous 3 fois. Et donc on voit Thomas, il a l'air d'être un peu deg, mais de pas trop nous en vouloir. Et du coup avec elle il y a le statut Remembers You. Du coup c'est pas clair si elle nous a reconnus ou pas. C'est possible. Voilà, et on a perdu un point avec Thomas parce qu'on l'a pas aidé. Donc Octavia... Ah non, ça c'est je viens de le lire. Ok. Yes, on a gagné tellement de points. J'adore quand cette jauge est pleine de points. Et du coup là on a 18 ans, hein. Big boy. Enfin. J'ai tellement marre d'être un ado. Ça y est, maintenant je suis un homme adulte. Du coup, nouvel événement. Le procès des 50. Donc ça fait 1 an qu'on est à la capitale. Il y a eu donc ce grand événement où 50 personnes ont été jugées en même temps. Et qui ont tous été accusés de trahison et de conspiration. Ça se dit conspiration? De complot. Et donc ils voulaient surtout réduire le pouvoir des nobles et rééquilibrer en gros la balance entre les nobles et les roturiers. C'était des procès qui ont été publics et nous, oui voilà, donc nous on a assisté à un de ces procès. Donc il y en a qui doivent faire du travail forcé dans des mines et leurs leaders, donc 6 hommes et une femme, sont condamnés à mort.
Du coup ici, dans ce monde, même si les dieux peuvent ressusciter les gens, comme la loi, enfin je sais pas comment dire, comme la loi, enfin c'est une exception, en gros quand quelqu'un est condamné à mort, il peut pas être ressuscité. Donc on se rappelle de la femme qui s'appelait Annie Sirine qui a fait un discours, donc c'était une jeune femme. Et elle avait dit que elle avait pas de remords à se sacrifier pour ce en quoi elle croyait et que sa cause va jamais mourir. Et que d'autres gens continueront son combat. Voilà, et du coup ils sont pendus. Et du coup là ça a changé la balance du pouvoir entre la vieille noblesse et la terreur. Et du coup là on a perdu un point dans le sens où ça a un peu calmé les rebelles. Et du coup ça a ramené de l'ordre. Enfin de l'ordre, de l'autorité des nobles quoi. Et du coup nouveau chapitre qui s'appelle la leçon de Sœur Elcroix. Donc on a vraiment une vie d'étudiant assez studieuse, du coup on fait du droit, blablabla, donc on étudie la loi impériale, les technicalités et interprétations. Et c'est assez exigeant. Mais on fait d'autres choses, donc par exemple la rhétorique et l'orthographe. Stylé, moi j'adorais ça quand j'étais petite. J'étais tellement une bandeuse de grammaire. Et on a aussi des leçons d'escrime qu'on aime particulièrement. Mais c'est vrai qu'en fait, on est plutôt bon en combat. Le peu de fois où on s'est battu, ça s'est toujours plutôt bien passé. Et là, on a quelques jours de pause. Et du coup, on rejoint Thomas pour décider comment on va passer ce moment-là. Et lui, il nous oblige à venir avec lui le soir, en disant qu'on va aller voir son mentor, qui s'appelle du coup, le baron Elcroix, et qui du coup est un militaire, si j'ai bien compris. Blablabla. Donc, on va chez lui, donc dans une maison, on entend qu'il y a déjà des gens qui parlent. Donc il y a plein de gens qui pour la plupart sont des cadets de l'académie militaire et au milieu il y a un militaire, enfin un officier, qui est du coup le baron Elcroix qui nous accueille. Et qui est en train de dire, donc voilà comme je le disais, les jours où la gloire militaire appartenait uniquement aux Arcliens est fini, maintenant les nobles humains ont servi l'empereur depuis très longtemps. Ok, rebelle ou quoi? Et donc là il donne l'exemple de la dynastie Milanides, qui est du coup la dynastie qui règne sur notre province à nous. Et donc il parle d'un homme qui s'appelait Char Milanides, encore un nom de con. Qui s'appelle Char, sérieux? Est-ce que c'est comme ça que les Russes voient les noms d'Europe centrale? C'est trop bizarre, bref. Moi quand je suis juste russophobe. Donc Char Milanides a fait une rébellion contre la famille impériale et contre la foi des dieux jumeaux. Et donc c'est à cause de lui apparemment que notre province est devenue stérile. Et donc il commence à dire, je crois que c'est un test pour votre pensée stratégique, jeunes hommes. Young man, nanana, young man. Et donc il nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé. Du coup il nous dit que c'est grâce à Char Milanides que on peut avoir un statut de noble, parce que c'est lui qui a en premier anobli les humains. Et pour lui c'était quelque chose de... donc c'était une rébellion, mais que ça lui a permis d'avoir énormément de soutien de la part des humains. Et que c'était un peu la première fois que quelqu'un a lutté contre la hiérarchie entre Arcliens et humains. Et qu'en plus les humains sont beaucoup plus nombreux. Donc Char Milanides il contrôlait notre province. Et comme il était un peu rebelle, il y a beaucoup de mages et de sorcières qui sont venus dans sa province pour le soutenir. Donc apparemment il y avait tout pour gagner, mais il y a deux choses qui l'ont fait échouer. La première c'est qu'il a jeté un sort qui a incinéré toute sa province. Et voilà, donc c'était pour empêcher l'armée impériale d'approcher, mais du coup ça a rendu sa terre stérile pour du coup apparemment plusieurs siècles. Et deuxième c'est que... c'est que le clergé a utilisé du pouvoir divin pour le faire chuter. Pour lui enlever sa magie. Et ensuite il a fallu 1 mois de siège pour briser la province. Donc après cette rébellion, il y a eu beaucoup de changements dans l'Empire, donc notamment l'aноblissement des humains, un peu en mode méritocratie. Et donc il dit il faut prendre l'histoire comme étant une leçon pour le futur. Et donc là il nous dit, si vous étiez parmi les stratèges impériaux, qu'est-ce que vous auriez fait? Comment vous auriez fait pour vous battre contre un ennemi aussi puissant que Char Milanides?
Ok, donc les gens commencent à débattre. Et donc là on se dit, ils sont en train de parler de Anisot, qui est la ville dans laquelle on a grandi et qu'on peut pas ne rien dire. Donc il faut qu'on donne une réponse. Donc on voit 3 stratégies potentielles. Donc d'abord c'est en appeler à la magie des dieux jumeaux. En fait c'est exactement ce qui s'est passé du coup. La deuxième c'est de faire confiance à la discipline de l'armée pour un assaut frontal. Et la troisième c'est faire un siège. Oh là là, c'est un chouette con. Bon, je suis pas pour le truc se baser sur la foi des dieux parce que... Enfin, même si dans ce monde la religion c'est réel, ça m'étonnerait que ce que ce militaire veuille entendre c'est « ayons foi en les dieux et prions ». Enfin j'ai l'impression qu'il est un peu en mode être un homme d'action. Faire un siège, ça peut avoir du sens parce que du coup il y avait plus... Enfin ça c'est une bonne stratégie mais d'un côté... Et on va mettre la réponse simple, faire un assaut décisif. Et du coup, qu'est-ce qu'il dit? Alors, donc on répond. Et donc on dit qu'on vient de Anisot. Et que comme le duc, enfin du coup, Charmiendes, sa stratégie c'était d'anoblir les humains. Que ça en a fait, enfin qu'il a réussi à avoir une vraie armée. Et que du coup, ils auraient dû faire pareil de l'autre côté et genre avoir foi dans le courage de leurs soldats. Et du coup, il nous regarde et nous dit, Branté, je vais être sûr de me rappeler. Yes, on a bien répondu. Je l'ai bien analysé ce bâtard. Il dit qu'on a raison, d'après lui, que le plus important c'est la loyauté des soldats, donc à leur principe quoi, et que c'est ça qui fait une vraie armée. On est vraiment au XIIIe siècle, hein, une vraie armée forte. Et donc il dit qu'il est d'accord, un assaut décisif aurait vraiment détruit la volonté de battre des rebelles quoi. Donc il dit c'est ça la morale de l'histoire, que Charmiendes a été vaincu, mais pas seulement par le clergé et leurs prières, mais par les légions impériales qui ont été du coup une armée unifiée avec une hiérarchie hyper stricte et une chaîne de commandement solide quoi. C'est vraiment un soldat ce mec. Et donc il dit il y a très longtemps seuls les Arcaniens avaient le droit de faire la guerre, mais maintenant les humains le peuvent, et que grâce à ça l'Empire est encore plus puissant. Voilà, et que la rébellion a permis plein de nouvelles possibilités pour les humains, dont nous, jeunes sœurs Branté. Ok, trop bien, j'ai gagné un admirateur. Voilà, et du coup, personne ose débattre avec lui, et du coup, le baron il continue à raconter des histoires de guerre, quoi. Et du coup, on écoute ce qu'il dit. Donc, on retourne à la faculté, et on pense souvent à cette histoire de rébellion. Donc, au fait qu'il est perdu, mais qu'il ait quand même apporté plein de trucs. Ok, du coup, on a gagné en courage, je suis trop contente comment on est fort. Et du coup, maintenant, on est un guerrier aguerri. Et on a gagné en éloquence, maintenant on est une langue d'argent. On n'a pas un statut avec le baron en mode remembers you. Ok, donc là on en était et nouveau pop-up, les lettres de la maison. Donc on reçoit des lettres où notre père nous écrit mais pas de façon très épanchée quoi. Donc il nous raconte un peu ce qui se passe et il parle vite fait de la famille. On lui dit qu'il apprend à Stéphane à gérer leur maisonnée quoi, et que c'est un noble modèle. Mais Gloria nous dit qu'elle trouve que Stéphane se comporte de plus en plus comme notre grand-père. Donc petit rappel, le grand-père était une ordure. Et donc elle nous dit que dans ses manières, sa posture, sa voix, et même dans ses vêtements, il limite en fait. Et qu'avant il était assez arrogant autour d'elle, mais que maintenant il l'accuse et en gros il l'attaque quoi. Et qu'il la traite un peu comme une boniche et qu'elle en a trop marre. Notre mère elle nous dit que notre petit frère a à peine réussi à avoir son diplôme de l'école. Elle dit je suis triste de voir que Nathan a pas du tout les talents que t'as. Et il a dit qu'il allait même pas essayer d'étudier à la capitale et qu'il n'arrivera pas à passer les examens.
Et la seule chose qui la console, c'est les nuits où elle et Nathan passent. Enfin, les nuits où il lit. Ma phrase, c'est n'importe quoi. Le truc qui la console, c'est quand avec son fils, ils lisent les Écritures saintes. Voilà. J'imagine que Nathan va avoir plutôt un futur de clerc. Et donc, en fait, tout le monde écrit sur tout le monde. Du coup, notre frère et notre sœur nous écrivent sur notre mère en disant qu'elle passe beaucoup de temps enfermée dans sa chambre et qu'apparemment elle a une santé qui se dégrade. Et Nathan, il nous dit que Stéphane et Gloria font que s'embrouiller. Donc il dit que Stéphane fait que attaquer Gloria pour l'énerver et qu'elle lui répond. Mais du coup, pour la faire taire, il la traite de roturière. Voilà. Donc on a perdu un point avec Stéphane pour des raisons inconnues, peut-être juste parce qu'on s'écrit moins. Avec Gloria aussi. Wesh, tout le monde me renie. En fait c'est juste parce que j'habite plus avec vous les gars, on se calme. Ok, donc nouveau chapitre, le premier cas, le premier jugement, la première affaire. Donc un jour on va devenir juge et du coup on est envoyé à la préfecture de la capitale. En gros on va faire un stage. Et donc notre mentor c'est un juge assez vieux qui est comme nous du coup, comme notre père c'est un noble anobli. Et il veut bien nous rappeler que c'est un grand honneur d'être encadré par lui. Et du coup nous on travaille de nuit et on fait en gros de la paperasse. Donc par exemple sur des petits vols, sur des assauts verbaux, etc. Donc on se dit que c'est des affaires un peu nulles mais que c'est des vrais trucs auxquels on sera confronté dans notre futur métier, donc on essaye de le faire bien. Et là la porte du bureau... Ouh, madame. La porte du bureau s'ouvre et un gendarme du coup ramène une femme habillée de façon provocante, d'après le texte, c'est pas moi qui le dis, que ses cheveux sont défaits et en gros, bon, d'après la phrase, des filles comme elle vendent leur corps dans des maisons de mauvaise réputation. En gros, c'est une travailleuse du sexe. Et donc il y a un prêtre qui arrive aussi, et donc il dit que cette fille a été arrêtée avec un homme dans un parc qui était à côté d'un temple. Enfin, qu'ils étaient en train de faire des rapports sexuels dans le parc, quoi. Et le prêtre ajoute son grain de sel en disant qu'il a vu faire de la magie. Et qu'elle était en train, en gros, d'ensorceler l'homme, son client. Et donc on dit au prêtre de fermer sa gueule, c'est tellement bien d'être juge. Et de demander au gendarme s'il a vu. Et donc il a juste arrêté la fille pour, en gros, prostitution. Et donc le prêtre il continue à crier, il nous dit qu'on doit appeler l'inquisition parce que c'est une sorcière. Et la fille elle dit rien. Et elle prend la parole, donc elle s'appelle Aïlis, en disant votre honneur. J'adore. On est juge, c'est tellement bien, c'est mon rêve en fait, avoir un métier. Je suis un peu mégalo. Du coup elle se présente et elle dit tout ce que j'ai fait c'est interagir avec mon client quoi. Et qui voulait un rapport sexuel à côté du temple. Et qu'elle osait pas se rebeller quoi parce que c'était un noble. Qu'est-ce qu'elle nous dit Du coup il faut qu'on résolve cette affaire. Donc on connaît le nom du noble qui a été avec cette fille. Et donc il faut qu'on essaye de faire ça en épargnant la dignité du client. Ok, et du coup on commence à la questionner. Bruit suspect. Ah, peut-être qu'elle est vraiment en train de nous ensorceler. Donc on a 3 possibilités. Soit on la relâche, soit on trouve le noble pour le questionner, soit on l'interroge. En vrai, comme j'ai beaucoup de points de volonté et en vrai elle m'intrigue, il y a un monde où elle est vraiment magicienne, d'après ce que nous dit le texte. Donc un peu envie de l'interroger. Puis en vrai, je compte pas être malveillant avec elle, du coup il y a un monde où elle ne fait pas de... Elle va pas me jeter des sorts. Donc on est seul avec elle
et on lui pose des questions. Et donc on trouve quelque chose de pas très naturel à propos de son apparence. Ah, et on se rappelle que c'est un peu de la lumière qui nous rappelle quand Sophia avait fait de la magie. Et du coup, on demande à Alice comment elle vit. Donc elle nous dit que son rêve c'est de devenir une actrice et de rejoindre un théâtre, mais qu'elle est pauvre et que du coup son seul moyen de gagner sa vie c'est le travail du sexe. Et nous on dit que ça a pas de... Enfin, que ça n'a pas d'importance pour nous, mais que on lui dit que c'est en gros un blasphème d'avoir des rapports sexuels à côté du temple, enfin dans le temple. Et on sent qu'elle essaie en fait de nous ensorceler avec ses yeux, et du coup, c'est un peu drôle. Il prie à un dieu pour le délivrer de la tentation. Et elle lui dit non mais c'est pas du tout un affront god, au contraire, je sers les jumeaux. Et qu'en gros elle n'est qu'amour et elle donne de l'amour à n'importe qui en veut. Et que là son corps entier est en train de briller. Et elle dit c'est à cause, enfin c'est du fait des dieux que je suis comme ça, que je contrôle pas les gens, mais que je les aide à sentir l'amour des dieux. Et que en gros elle est bénie par les dieux. Et donc pour nous c'est une confession, c'est-à-dire que Alice est une sorcière. Et elle dit, ah d'accord, elle me dit oui je suis née sorcière, mais qu'est-ce que je suis censée faire? Ok. Et donc on ferme l'affaire, on dit la fille c'est une sorcière qui a utilisé de la sorcellerie pour entortiller l'esprit d'autres personnes. Et on doit du coup contacter l'Inquisition. Elle a dit j'espérais que vous me verriez comme je suis, que vous reconnaîtriez que c'est l'amour de Dieu qui parle à travers moi en gros. Et donc là il y a des inquisiteurs qui entrent. Attends quoi? Et je peux rien faire? Ah non je suis dead. Je suis deg. Oh non, si j'avais su je l'aurais relâché. Je peux pas revenir en arrière? Non, je peux pas. Oh, je suis un peu deg. Oh. Ah, attends, on a des infos sur elle. Donc c'est une jeune actrice et chanteuse qui est connue comme la Voix Dorée et qu'elle est devenue assez célèbre et qu'elle est venue dans la capitale avec Jeanne, qui était du coup... Mais Jeanne, ça me dit quelque chose. Voilà. Jeanne, c'était une aspirante religieuse. Ah, je suis un peu deg. Bon, c'est la vie. Ok. Mais du coup, je suis un peu deg. J'aurais vraiment voulu qu'on la sauve. Ok, du coup, on a gagné un point de manipulation, on a gagné un point de théologie, et on a perdu un peu de volonté d'action. Je suis vraiment deg. J'aurais voulu la sauver. Bon. Et du coup, là, encore un an. Un an s'est passé. Donc, nouvel événement, le Overseer, le maître de Magra. Donc il y a deux événements majeurs qui se passent. Donc d'abord, Cornelius Tempest, donc le petit frère de l'empereur et plus grand chancelier, il a été renvoyé à sa province et il est remplacé par Aegerus Manrock, qui était du coup le gars qui avait mené le siège sur la faculté. Et donc maintenant, les politiques de l'Empire vont être un peu durcies et que du coup ça va revenir en arrière par rapport à tous les progrès qui ont été faits pour donner plus de droits aux roturiers. Et donc des gens qui disent que on va perdre le droit, enfin que les roturiers vont perdre le droit à être anoblis en devenant juges. Et deuxième chose, c'est que notre province a un nouveau chef, Gaius Tempest, qui est le grand frère de l'empereur, donc le frère aussi de Cornelius Tempest. Et donc, on est surpris, et du coup, le père de Octavia avec qui on avait dansé, donc Tarquinius Melindes, est deg d'avoir perdu son rôle un peu héréditaire. Et donc avant, donc ce nouveau chef de province, c'était un grand supporter de son frère, du coup Cornelius Tempest. Et qu'apparemment ce serait une stratégie aussi pour éloigner l'autre frère de l'empereur de la cour. Ok, et du coup, t'es un peu troublé quoi. Donc il va y avoir des grands changements de là où on vient.
Donc là, la guerre du pouvoir, on va dire, c'est un peu rééquilibré et il y a encore plus de... Enfin, l'ordre s'est un peu durci et du coup maintenant on est en temps de paix où il n'y a plus autant de rebelles qu'il y a quelques années. Ok, grande fête, j'adore. Nouveau chapitre qui s'appelle Une grande fête pour tout le monde. Donc il va y avoir une grande célébration pour l'arrivée à la majorité de l'héritier du trône qui s'appelle du coup Jerian Tempest. Ils ont des noms à coucher dehors. Ok. Donc ils sont en train de nettoyer les rues et de virer les marchands roturiers. Et de mettre partout des discussions et des fleurs. Et que du coup ça va être une fête nationale pendant 3 jours. Donc les étudiants de l'académie et de la faculté vont devoir être là. Enfin ils ont un devoir de représenter la grandeur de la nation. Pardon, j'ai carrément roté, je suis désolée. Et du coup, avec notre ami Thomas, on porte la bannière de notre province. Ok, apparemment aujourd'hui Thomas s'est fait un petit peu beau et il sourit à toutes les filles qu'il voit. Donc il commence à avoir un peu du succès. Et donc il nous dit, regarde cette beauté, elle m'a souri. Maintenant c'est ça que j'appelle vivre. J'aime trop les parades. Il veut trop faire le tombeur. Et du coup il y a la famille royale qui regarde la parade, donc on s'approche. Et on voit l'empereur, pour la première fois du coup j'imagine. Et donc on crie le slogan de la faculté qui est le savoir c'est la force, le savoir c'est la volonté divine. Et du coup l'empereur dit j'accepte votre gratitude. Et donc en gros il approuve du fait qu'on puisse être anobli par nos études. Et donc là il y a un moment enfin il y a un peu des bruits de mécontentement. Quand du coup le nouveau grand chancelier, du coup, je sais plus comment il s'appelle, Agerius Monrogue là, vient sur le balcon à côté de l'empereur. Je comprends pas pourquoi il parle. Et donc il dit saluez votre empereur, soyez obéissant et reconnaissant juste d'être nommé en gros. D'accord, d'accord. Et il rejoint les Dinder qui étaient derrière l'empereur du coup sur le balcon. Et on reconnaît Octavia Meliendes qui était là-bas. Et donc Thomas il nous dit, ah là t'as remarqué Octavia aussi. En fait l'archiduc du coup de notre province a envoyé sa fille à sa place. Ce qui est, du coup, il dit que c'est un signe de manque de respect pour l'empereur. Parce qu'il a été en gros démis un peu de ses fonctions. Et donc là on se tait et il y a un jeune archnien mince qui a l'air timide et qui approche. Et c'est du coup le prince Jerian. Qui est avec son petit frère Flavius. Qui ont l'air impressionnés par ce qui se passe. Et du coup le prince nous dit puissent les dieux être bons pour vous, mes futurs sujets. Et je vous promets de vous rendre toute la bonté que vous me donnez quoi. Donc les gens saluent un peu le prince. Et là il y a une nouvelle personne qui arrive qui est aussi un archnien qui est un peu plus vieux. Ok, et du coup Thomas il nous dit que c'est... Mais qu'est-ce qu'il est utile Thomas? C'est presque un Pokédex. Du coup que c'est Gaius Tempest, donc l'autre frère de l'empereur qui va être le nouveau chef de notre province. Donc apparemment pour l'éloigner du trône. Et donc il dit, longue vie au prince, il s'adresse à nous, en disant que depuis longtemps on est utile à l'Empire. Et donc aujourd'hui vous devez demander à l'empereur de vous garantir pour toujours le droit à être anobli. Donc les gens hésitent à le faire. Ok, et du coup l'archiduc Monroe qui est contre le fait qu'on puisse être anobli s'approche. Il dit peu importe ce que dit le frère de l'empereur, vous devez vous rappeler votre statut. Il peut pas parler l'empereur là au lieu de nous laisser décider, mais du coup on bouge pas. Et du coup Thomas il commence à parler et à dire on veut la loi, enfin on veut en gros pouvoir être anobli. Ok, et du coup les gens commencent un peu à s'échauffer. Et du coup il faut qu'on décide, donc soit on peut pas suivre les ordres en demandant à partir et à continuer la parade. On peut ne rien faire et demander
être nos... Bon, je pense que je vais rien faire parce que ça sert à rien de se distinguer maintenant. Enfin, de toute façon, c'est pas ma voix. Enfin, peut-être que je réfléchis mal, mais je pense que ça sert un peu à rien de faire ça. J'ai pas envie de me faire arrêter. Donc, on dit rien. Et donc, nous, on regarde juste un peu et on essaie de comprendre ce qui se passe. Et donc, les gens commencent à dire la loi, la loi, la loi. Et du coup, nous, on est au milieu de la foule et Thomas s'approche de nous. Il nous dit de crier avec nous. Et nous, on répond pas et du coup, Thomas abandonne. En fait, c'est trop, je sais pas si je vais être anonyme. Enfin, parce que je vais encore avoir le choix de faire autre chose et peut-être que je m'en fous. Et donc là, la cavalerie commence à... Enfin, à menacer d'intervenir et de nous attaquer. Et donc on s'écarte. Blablabla. Bla bla bla. Et du coup, ça a calmé un peu l'espèce de début de rébellion. Du coup, l'empereur s'approche et nous parle. Donc il dit, je vois que vous êtes très heureux de votre prince. Du coup, obéissez les ordres du grand chancelier et continuez juste l'oratoire. Du coup, on continue. Ok, et donc là, ok, changement de pouvoir dans la province, enfin dans le pays. Et on a gagné des points. Ok, ça m'étonne. J'aurais pensé qu'on aurait gagné des points de volonté en criant, pas en faisant rien. C'est peut-être le. Je crois que ça c'est un des principes du zen. Genre qu'on peut ne rien faire et que c'est genre un vrai truc. Je l'ai trop mal dit. Je connais vraiment rien sur la philosophie zen. Je vais m'arrêter là pour l'instant, mais je me suis bien amusée et j'ai vraiment hâte de voir la suite.